par le travailleur. Si c'est dans ce rapport travailleur-employeur que naît le capital nulle part ailleurs, il faut conclure que ce qu'on nomme capital s'annonce dès la mort comme production sociale. Pour qu'une telle production se réalise, 3 conditions fondamentales sont prérequises. Le travailleur doit être juridiquement libre, afin qu'apparemment il y ait équilibre de droits entre lui et son futur employeur, et que dans cet échange, il trouve le bonheur. Pour que du travailleur, la liberté persiste, il suffit que la possibilité existe et s'offre à lui de vendre pour un temps défini la force de travail qui le maintient en vie. S'il vendait cette force en une seule fois, de sa propriété, il céderait les droits. Travaillant à jamais pour son seul employeur, de sa dure existence, il saurait la douleur. Il ne conserverait plus aucune illusion sur ce commerce et sur l'affreuse exploitation que celui-ci implique et génère sans entrave, faisant du travailleur simplement un esclave. Voici exposée la première condition, qui porte en elle, nous le voyons, la confusion entre la liberté et son aliénation. Elle est donc productrice d'une contradiction. Nourrissant le discours du système libéral, cette confusion est devenue si banale, sa diffusion étant étonnamment virale, masquant ainsi la tyrannie du capital. Deuxième condition, le travailleur doit être privé des moyens de se faire son propre maître. Dépossédé des outils de sa production, le voici libéré, prêt à l'exploitation. Troisième condition, il faut qu'il soit privé de la capacité d'accéder au marché pour vendre par lui-même de son travail le fruit. En 2 mots, il faut le priver de son produit. Avoir la liberté de vivre du produit de son travail implique pour sa propre survie qu'il faut avoir acquis de celle-ci à l'avance les ressources nécessaires à sa permanence. Le travailleur ne peut vivre à tempérament sur le bénéfice d'un produit encore absent. Tant qu'elle n'existe pas, aucune marchandise ne peut lui procurer la moindre friandise. Les moyens de survie qu'il lui faut posséder, durant le temps où il se devra d'assurer la production de la marchandise attendue, qui dans l'échange actuel est de la plus-value, ces moyens il devra par lui-même les trouver, car jamais son patron ne veut lui procurer. Car l'employeur consomme ce qu'il a acheté, c'est-à-dire le travail, avant de le payer. Il est donc évident que toujours l'employeur vit grâce au crédit que lui fait le travailleur. Dans le mode de production capitaliste, c'est sous forme de prêt que le travail existe. Ajoutons à cela que toujours le prolo fait crédit au patron, bien sûr à 0. On mesure la valeur d'un produit par le temps qui fut nécessaire à sa sortie du néant. C'est le temps de travail dans une marchandise qui lui donne sa valeur de façon très précise. Se pose alors ici cette ultime question. Quelle est la valeur de ce temps de production ? Ce temps identifie le monde prolétarien. Sa valeur pour autant équivaut aux moyens utiles au travailleur, à la reproduction, de sa survie physique, à l'actualisation de sa puissance de travail consommée par le capitaliste pour capitaliser. أنا بنت عربية وبحبك من زمان، بحب الحرية وقلبي كله مليان حنان، خجولة وبحفظ سرك منور بيتك بالإيمان. أنا بنت عربية وبحبك من زمان، يا عين يا ليل يا ليل، يا ليل يا عين يا ليل، يا ليل يا عين يا ليل، يا ليل يا عين يا ليل، يا عين يا ليل يا ليل، يا ليل يا عين يا ليل. Afin que tous les jours il puise le courage sur le métier de remettre encore son ouvrage, il faut aux travailleurs tout naturellement habitat, nourriture, chauffage et vêtements.
L'équivalent de la valeur de ses moyens permet de calculer ce que le quotidien du travailleur demande comme investissement pour pouvoir perpétuer son asservissement, ainsi que l'extraction de cette plus-value que par son dur labeur toujours il contribue à créer, mais dont il est immédiatement privé car de son œuvre inévitablement. L'employeur le sépare, tout comme il l'a déjà, c'est ce qui définit le prolétariat, séparé de la finalité de l'action qui est la sienne dans sa propre production. La vie du travailleur, c'est son aliénation, se place sous le régime de la séparation. Cette vie trouve ici sa qualification par l'emploi, le travail et réunification. أنا بنت عربية وبحبك وبحبك من زمان يا عين يا ليل يا ليل يا ليل يا عين يا ليل يا ليل يا عين يا ليل يا ليل يا عين يا ليل يا عين يا ليل يا ليل يا ليل يا عين يا ليل. La valeur de la force de travail peut changer suivant la valeur des produits à consommer. Il faut aussi penser à la régénérer, nourrir et éduquer l'enfant du salarié, afin que celui-ci enfin gentiment aille à l'usine, au bureau, peu importe au travail. Il faut organiser un système pour qu'il soit, à sa majorité, enfin prêt à l'emploi. Le rapport social qui est créé par l'emploi s'engendre avant qu'on ne produise quoi que ce soit. Acheteurs et vendeurs sont donc l'incarnation, en réalité, d'un rapport de production. Juridiquement, ils sont à égalité relativement à leur propriété. Argent de l'employeur, travail du salarié, chacun est libre de vendre ou bien d'acheter. Ce qui s'échange est en valeur équivalent. La somme de travail équivaut à l'argent que l'employé reçoit quand il a travaillé et que son employeur a déjà consommé. Cet échange issu de l'égoïsme de chacun semble se conjuguer en vue du bien commun. Mais c'est une illusion car en y regardant avec quelques distance, on voit très clairement que l'acheteur et le vendeur main dans la main ne marchent ensemble et sont au contraire très très loin de l'harmonie mythique que l'invisible main du marché de l'emploi créerait selon certains. On voit au contraire l'employeur marcher devant et l'employé le suivre, timide et hésitant. Sa liberté est celle d'un homme qui doit porter, tel Saint Barthélemy, le martyr dépecé, sa propre peau encore et toujours au marché, et doit alors s'attendre à y être damné. Tel que l'a déjà dit Théodore Adorno, anti-économique, il a choisi ce mot pour du bonheur donner une définition, car dans l'union sexuelle, il voit une tension, bien heureuse quand tout travail assujetti est tension malheureuse et mutile la vie.